les sapeurs-pompiers lors des essais. Donc c'est Benjamin Bassiot et Anthony Collin qui vont nous présenter. Donc on a effectivement et l'Université de Poitiers et l'Université de Lorraine réunis sur un même plateau. Bonjour à toutes et à tous. Donc avec Benjamin, ce fameux Benjamin, je vais avoir l'occasion de vous restituer en fait les premiers résultats que nous avons obtenus sur la phase d'observation. Donc comme il a été dit en fait par les prédécesseurs, on a souhaité vraiment mettre le sapeur-pompier qui était dans le caisson au centre finalement de nos mesures. Donc c'est pour ça qu'on va d'une part vous présenter finalement la cinétique de développement du feu avec les paramètres liés à son environnement. Et puis ensuite nous verrons en fait quelles sont les contraintes qui sont mesurées sur son EPI mais également sur son environnement à l'intérieur de la veste au travers de champs de température et champs d'humidité. Donc pour ce faire, juste très brièvement, donc, je vous rappelle qu'on était mesuré donc, des contraintes thermiques subies par donc, les personnels qui étaient engagés lors de ces fameuses phases d'entraînement. On a voulu, un petit peu plus tard, dans une autre présentation, étudier l'influence des techniques de lance, ça a déjà été dit, et surtout de voir finalement si les EPI qui étaient portés offraient une bonne protection thermique dans des meilleures conditions, on va dire, lors de ces essais. Et évidemment, les résultats que nous attendions en fait, de ces essais, c'était finalement de mettre des valeurs au ressenti lors des phases d'essai dans le caisson. C'est-à-dire que quand nous on est passé dans le caisson, quand on a senti que ça commençait un petit peu à piquer, voilà, on a maintenant des ordres de grandeur à savoir c'était quelle température, c'était quel niveau de flux qui était reçu. Donc ça nous permet finalement de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et éventuellement d'améliorer et de proposer de nouvelles choses pour améliorer le niveau de protection de ce genre d'équipement. Donc Benjamin va continuer en vous présentant finalement ce qu'on va mesurer et quels sont les ordres de grandeur de ces éléments-là. Merci Anthony. Donc l'objectif dans un premier temps de cette formation. Donc l'objectif de cette première partie là sur les ordres de grandeur, c'est on va voir dans la suite de la présentation un certain nombre de valeurs de température, de flux. L'objectif dans un premier temps ici, c'est de vous permettre d'avoir des points de comparaison par rapport à ce qu'on va vous présenter après au niveau des résultats. Donc pour ça, on va d'abord parler des températures, ensuite des niveaux de flux, et ensuite on va parler un petit peu des valeurs d'humidité relative. Alors par rapport à la température, donc la température ça traduit en fait, c'est une caractéristique d'état, ça traduit l'agitation thermique d'un milieu. Donc là vous avez quelques exemples de température, donc quand on est soumis par exemple à un rayonnement à 185 degrés, on a des brûlures sévères. Sur de la conduction, en particulier sur de la conduction avec le métal, vous voyez le temps est très très court, c'est une seconde, à 60 degrés, on a des brûlures de la peau. En convection, à partir de 30 minutes à 100 degrés, on est en hyperthermie. Le corps est plus capable de se réguler. Toujours en convection, inférieure à 5 minutes, donc là ça commence à être des temps courts, à 120 degrés, brûlure peau-poumon. Et en convection moins d'une minute à 190 degrés, là aussi brûlure peau-poumon. Alors évidemment ces valeurs sont présentées sans équipement de protection. Par rapport au flux thermique, donc le flux thermique, ça traduit un échange d'énergie thermique dans le milieu. On a à partir de 3 kW par mètre carré les premiers effets sur l'homme irréversibles. Alors il faut savoir que l'été, quand on est sur la plage, le soleil rayonne à peu près 1 kW par mètre carré. Donc 3 kW par mètre carré, on est sur des valeurs qui sont relativement basses. À 5 kW par mètre carré, on a les premiers effets létaux. Et on commence à voir apparaître les premiers dégâts sur les structures et notamment au niveau des vitres. À 8 kW par mètre carré, on a les seuils des effets létaux significatifs et ça correspond vraiment à la zone de danger très très grave. Et vous verrez quand on vous présentera les valeurs qu'on les a largement dépassées pendant les essais en question. Par rapport au bâtiment, ce sont les premiers effets dominos, c'est-à-dire qu'on va avoir des inflammations qui vont se propager. À partir de 16 kW par mètre carré, donc là on ne donne plus les valeurs par rapport aux hommes puisqu'on a largement dépassé les effets létaux très significatifs. Par contre au niveau du bâtiment, on commence à avoir des dégâts très importants et très graves sur les structures à une exposition assez prolongée. À partir de 20 kW par mètre carré, c'est là aussi où on voit apparaître les premiers phénomènes de flashover. On a des effets sur la tenue au béton après une exposition de plusieurs heures. Et à 200 kW par mètre carré, là on a la ruine complète du béton. Donc ça vous donne quelques ordres de grandeur pour pouvoir comparer avec ce que l'on va voir dans la suite de la présentation.
par rapport à l'humidité relative, donc l'humidité relative, en fait, c'est le rapport entre la pression de vapeur d'eau, qui est vraiment présente dans l'air, et la pression de vapeur saturante théorique. Ça permet quoi, cette humidité relative? Donc elle est exprimée en pourcentage, hein, vous avez ici la petite formule. Elle va permettre en fait de mesurer, elle va augmenter avec la température, et pour une même quantité absolue d'eau dans l'air, l'air chaud pardon, aura une humidité relative plus basse que l'air froid. Le risque, c'est que quand on a un taux d'humidité qui est inférieur à 20%, en fait ça peut occasionner un inconfort et un dessèchement, notamment au niveau des membranes, des muqueuses, qui peut contribuer à des éruptions cutanées. Donc ça c'est pareil, on verra un petit peu tout à l'heure les résultats qu'on a obtenus sous ces valeurs d'humidité relative. Donc un peu plus au niveau des détails des résultats qui vont vous être présentés, en fait on a un déroulement en deux grandes phases. On a une première phase qui est la phase d'observation, qui a duré, donc vous le verrez, de 0 jusqu'à 12-13 minutes. Et c'est ce qu'on va vous présenter dans un premier temps ici. Et vous avez une deuxième phase qui est la phase d'attaque, qui elle a duré entre 9 et 11 minutes, et c'est ce qu'on vous présentera après la pause. Donc dans un premier temps, en fait, on va vous présenter ces résultats de la phase d'observation au niveau des différentes caractéristiques de température, de flux et d'humidité relative. Juste un petit mot, on va vous présenter seulement les essais qui ont été réalisés le jour 2 en 2014. On a par contre vérifié, et c'est ce que disait Simon tout à l'heure, on a vérifié la répétabilité des résultats, c'est-à-dire que les conclusions auxquelles nous allons arriver à la fin de cette présentation sont valables sur les 4 jours d'essais que nous avons réalisés. Alors évidemment, ça fait 4 jours de données à traiter, et vous allez voir un peu l'importance du traitement de ces données. Donc on a, comme je disais, des résultats sur les champs de température, on a des résultats sur les valeurs de flux, et sur le niveau d'humidité relative. Et plus tard, après la pause, on vous présentera tout ce qui est lié à la phase d'attaque. Alors voilà un petit peu au niveau des températures, le type de données que nous avons eu à traiter. Alors évidemment, ici, vous n'avez que les résultats du jour 2 en 2014, et les résultats pour l'ensemble des 4 arbres de thermocouple présents dans le caisson. Alors évidemment, l'objectif là, ensuite on va vous présenter ces résultats un peu différemment pour vous amener aux conclusions. C'est juste pour vous donner un petit aperçu de l'importance des résultats que nous avons eu à traiter. Et évidemment, toutes les conclusions découlent d'analyse de l'ensemble des données que nous avons eues. Donc ça, c'est pour les températures. Nous avons eu aussi toutes les données au niveau des flux-mètres. Il y en avait 5 dans les caissons, et on y reviendra un peu plus tard. Et vous avez toutes les valeurs qui ont été liées aux données sur l'humidité relative. Vous voyez que ça a nécessité quand même un traitement assez important pour pouvoir obtenir des conclusions par rapport à ces courbes-là. Alors si on peut faire un bilan un petit peu sur l'ensemble de toutes les données que l'on a eues, là je vous ai présenté uniquement ce que l'on a obtenu sur le flux thermique, les températures et les champs d'humidité, mais il faut ajouter à ces données-là, bien sûr, tout ce qui est lié au flux thermique reçu par les personnels engagés, tout ce qui est lié à la température au niveau des EPI, à la fois à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de ces protections, et tout ce qui est aussi lié à l'influence physiologique des contraintes thermiques sur les pompiers. Vous voyez que ça fait un volume d'informations à traiter qui est vraiment très très important. Et maintenant, on va voir, après ce traitement et ces analyses, les résultats que nous avons pu obtenir. Donc on va travailler un petit peu dans la même logique que ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est-à-dire d'abord sur les températures, ensuite sur les flux, et ensuite sur l'humidité. Donc sur la température, dans un premier temps, on va travailler à l'intérieur du caisson, et ensuite je passerai le relais à Anthony qui vous parlera un petit peu des températures au niveau du casque, de la veste à l'intérieur, à l'extérieur, et aussi de ce qui s'est passé au niveau du mannequin que l'on avait placé en 2014. Alors voilà deux courbes qui vous permettent de voir un petit peu le traitement que l'on a fait. Donc vous avez dans l'abscisse en bas le temps, et en ordonnée en haut vous avez la température. Vous avez à gauche du schéma les différentes phases qui ont eu lieu au cours de la phase d'observation. Et vous avez sur la photo l'instrumentation dont a parlé Simon tout à l'heure. Alors, vous avez ici un premier pic. Alors vous avez ouverture exutoire et fermeture exutoire, et on voit ici une baisse liée à cette ouverture-fermeture de l'exutoire, et vous avez un premier pic qui arrive à peu près à 5 minutes, et donc cette augmentation de température redescend après la fermeture de la porte arrière.
Au niveau de ce premier pic, on a des températures qui, là déjà, sont relativement importantes, puisqu'on arrive au niveau du plafond autour de 450 à 500 degrés. Alors, les températures qui vous sont présentées sont au niveau B, c'est-à-dire au niveau du pompier. On essaiera systématiquement de vous présenter les valeurs que l'on a mesurées au niveau des personnels. Au niveau ensuite du casque, donc là on est en partie haute, 450-500 degrés. Au niveau du casque, on a des températures qui vont jusqu'à 250 degrés en pic. Donc vous voyez des températures très importantes, y compris au niveau du casque des sapeurs-pompiers qui étaient engagés. Et on a le second pic. Alors le second pic, il intervient après une phase, on a une ouverture, fermeture de l'exutoire, et surtout on va réouvrir la porte arrière, donc réamener un petit peu d'oxygène à ce feu, qui va remonter en puissance, et on va le laisser monter jusqu'à des valeurs très importantes, et notamment l'apparition en haut de rollover. Et vous voyez ici que les températures varient beaucoup plus que précédemment. On atteint 700 à 800 degrés sur la partie haute. Et au niveau du pompier, on atteint un pic de 500 degrés, donc au niveau du casque du sapeur-pompier. Donc là aussi des valeurs très très élevées. Et comme je le disais, on a apparition de rollover en partie haute. Alors si on fait un petit peu l'analyse de tout ça et des différentes phases que l'on a pu repérer, vous avez ici de façon très schématique la variation des températures que vous avez pu voir sur les courbes précédentes. On a une première phase ici qui est une phase d'allumage, où là on a beaucoup de combustible et on a un feu qui est pleinement ventilé. Donc il a tout l'oxygène pour pouvoir se développer. On a ensuite une phase de développement en 2, où le feu va prendre de la puissance, et ensuite on va venir fermer la porte arrière. Le fait de fermer la porte arrière va couper l'alimentation en oxygène, donc on va avoir un feu sous-ventilé, et on va venir abaisser les températures, donc la puissance de ce foyer. Et ensuite, ça va encore s'accélérer avec l'ouverture de l'exutoire, puisque l'exutoire va permettre une décharge des fumées, et donc une décharge de la température qui a été contenue par ces fumées. Ensuite, on va réouvrir la porte arrière, oui, et on va laisser le feu encore une fois se développer jusqu'à une phase critique et l'apparition de rollover en partie haute au point numéro 6. L'apparition de ces rollovers, en fait, on a donc une consommation de la partie gazeuse, et progressivement on a un feu qui va se stopper parce qu'il va être limité par ce combustible gazeux au fur et à mesure de sa consommation. Et c'est pour ça qu'on a une stagnation en partie haute au niveau 6. Donc on a un feu qui progressivement va être limité par le combustible. Et enfin, on va revenir fermer cette porte arrière, donc à nouveau couper l'alimentation en oxygène. On va avoir un feu qui va être sous-ventilé et on va avoir une chute importante des températures. Et ensuite, on passera sur la phase d'attaque qu'on décrira un peu plus tard dans la matinée. Où dans cette phase d'attaque, on a plusieurs parties. On a la partie numéro 8 ici, qui est l'ouverture ou la manipulation du volet de contenant et donc la décharge de la partie thermique qui était contenue derrière. Et on a toutes les phases de jet de lance qui sont dans la partie au numéro 9. Donc on parlera après la pause. Donc si on fait l'analyse un petit peu de ces résultats, à peu près à 1,20 m de hauteur, on atteint des températures maximum de 930 degrés proches du foyer. Au niveau des pompiers, on atteint 450-500 degrés lors du premier pic. Le feu est à ce moment-là piloté par la ventilation, puisqu'on a agi, on a ouvert la porte ouverte, et on a ouvert la porte avant, pardon, et donc on a apporté de l'oxygène. Quand le feu est piloté par le combustible, et c'est là où on va agir sur l'exutoire, on va avoir une déstratification des fumées et donc une diminution de la concentration en combustible. Alors évidemment, l'intérêt, et c'est ce qui va suivre un petit peu, c'est quelle est l'influence de toutes ces valeurs-là sur le personnel qui a été engagé lors de ces différents essais. Alors sur la dynamique du feu, si on veut agir sur la chute des températures, comme on l'a vu, il faut ouvrir l'exutoire et évacuer les fumées chaudes, ce qui va permettre de diminuer le volume de combustible gazeux disponible. Et aussi fermer la porte arrière et limiter le feu par la ventilation, c'est-à-dire couper l'arrivée d'oxygène. Si on veut réaugmenter les températures, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire fermer l'exutoire, faire une stratification des fumées, conserver l'énergie à l'intérieur de ce caisson et ouvrir la porte arrière pour pouvoir amener l'oxygène, le comburant nécessaire à la montée en puissance du foyer. Au moment du flashover, on a un combustible gazeux qui s'est formé en couche et qui va se consommer à l'interface entre les gaz combustibles et l'oxygène, et progressivement consommer toute cette partie combustible.
Alors, avant de passer finalement aux mesures directement sur le personnel qui est engagé dans le caisson, il faut aussi un peu comprendre ce qui se passe au niveau de son environnement. Donc, compte tenu des 75 capteurs de température que l'on avait dans le caisson, on a pu faire une cartographie, si vous voulez, d'une zone qui se situait entre la sortie arrière finalement ici du caisson et la partie foyer. Donc il faut savoir que c'est que l'arbre de thermocouple qui est ici, il est vraiment à la fin de la zone du foyer d'incendie. Donc ce que l'on va voir apparaître, c'est simplement un code couleur associé en fait au champ de température que vous avez ici, c'est-à-dire entre 0 et 800 degrés. Et on va voir apparaître en fait ces différentes phases de développement du feu, c'est-à-dire ces deux fameux pics qui vont intervenir. Donc je le lance, donc le temps passe. Ce que l'on va voir apparaître, c'est que le feu, tout doucement, le foyer va se développer. On va voir apparition au niveau de la partie supérieure d'une strate de fumée relativement chaude qui va venir progresser à l'intérieur finalement du caisson. Et puis on va voir ces deux fameux pics qui vont intervenir. Donc tout doucement, voilà, le feu se développe, les températures sont de plus en plus chaudes, on va passer vers du jaune rouge qui commence à être à 600-800 degrés. On va maintenant fermer la porte arrière, donc diminution de la puissance du feu, comme vous pouvez le voir. Il faut imaginer que les sapeurs-pompiers qui sont en observation sont ici. D'un seul coup, on rouvre la porte arrière, on a l'apparition des rollovers en fait au niveau du plafond, donc vous voyez qu'ils peuvent intervenir relativement loin dans le caisson, hein, quasiment à ce niveau-là, et obtenir finalement des températures qui vont bien sûr quasiment à 800, voire au-delà degrés. Donc ce que l'on peut faire à partir de cette animation-là, c'est un petit peu isoler les différentes phases qui sont intéressantes pour nous dans le développement du feu. Donc par exemple au départ, alors si on reprend la courbe de Benjamin tout à l'heure, donc on a nos deux fameux pics en phase d'observation, on se place justement au moment du développement du feu. Je vous rappelle l'état, l'exutoire est fermé et la porte arrière est ouverte. Et en fait on a ces fameuses fumées qui gagnent le plafond et qui ont dépassé finalement le volet de cantonnement. Et là vous voyez qu'on peut avoir des fumées qui sont de l'ordre de 400 degrés, en partie haute, et le personnel qui est engagé se retrouve dans cette zone-là et on est à peu près entre 40 et 80 degrés. On n'est pas forcément très précis ici, mais c'est pas très grave, le but c'est un petit peu de comprendre ce qui se passe au niveau du caisson. Donc 30 degrés au niveau du casque. Le foyer se développe, on est au sommet du pic, et vous voyez en fait ici commencer peut-être à apparaître finalement les premiers rôles. Au niveau qui ont dépassé le volet de cantonnement, donc on est toujours, l'exutoire est fermé, la porte à l'arrière est ouverte, et donc notre foyer gagne en puissance, son maximum au niveau du premier pic. Et là les températures en fait sont montées à 720 degrés au niveau du plafond, donc ce qu'il faut bien imaginer c'est que par rapport à la première diapo que je vous ai montré, c'est qu'on a augmenté en fait la zone là de 300 degrés en moins de 2 minutes. Et au niveau du casque, du sapeur-pompier, toujours au niveau environnement extérieur, je parle, hein, on est à 160 degrés. Donc pareil, 130 degrés qui ont été additionnés finalement aux 30 degrés que l'on avait au départ en 2 minutes. Donc ce sont quand même des phénomènes thermiques qui ont une dynamique assez poussée et qui interviennent assez rapidement. Donc dans la suite, ce que l'on fait, c'est que on ferme la porte arrière, on rouvre l'exutoire et on se retrouve en fait dans une phase où le feu finalement, on va pas dire végète, mais du moins il y a moins de combustion qui se produit, plus de gaz de pyrolyse, donc affaiblissement en fait du foyer, et on retrouve en partie haute des températures qui ont drôlement chuté aux alentours de 200 degrés, donc une diminution quasiment de 500 degrés hein, en moins de 2 minutes, encore une fois, et des températures qui sont constatées au niveau du casque de l'ordre de 60 degrés. Ensuite, nouvelle phase, on rouvre la porte arrière, donc là un rapport d'oxygène, et là c'est vraiment la phase, comme on l'a vu sur la petite animation, où les rôles vont vraiment relativement loin dans le caisson, et donc là on est sur des niveaux de température qui sont encore plus hauts, 800 degrés en partie haute comme vous l'avez pu le voir, et là c'est vraiment un phénomène qui est très brutal, puisque tout à l'heure je vous avais parlé de 300 degrés quasiment en 2 minutes, là on est à plus 600 degrés quasiment en 1 minute. Et là, au niveau du casque, heureusement que c'est bien protégé tout ça, on est quasiment à 380 degrés au niveau d'1,10 m. Donc c'est pour vous montrer en fait la dynamique au niveau de l'incendie, les choses se passent extrêmement rapidement. Et bien sûr, en fait, ça va nous donner un cadre pour analyser finalement les résultats qui vont être mesurés au niveau des contraintes, au niveau des binômes qui vont être engagés. Donc il faut avoir ces ordres de grandeur en tête. Donc, si on s'intéresse tout d'abord aux températures qui ont été mesurées sous le casque, pour le jour numéro 2, donc le jour numéro 2, les binômes d'attaque et de sécurité est équipés de capuches. Donc ce qu'on vous présente ici, c'est le champ de température qui a été relevé donc, sous le casque, en fonction de l'horaire, et puis la zone grisée en fait correspond à la phase d'observation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la température extérieure à ce moment-là faisait 32 degrés,
Et on voit en fait que par le port de l'équipement, bien évidemment, il n'y a pas forcément beaucoup d'activité physique dans la phase préparatoire avant l'essai, mais on a quand même une augmentation finalement de 4 degrés sous le casque. C'est peu, mais on a quand même une concentration finalement du flux de chaleur qui arrive, enfin, de l'activité qui fait qu'on n'arrive pas à échanger de la chaleur avec l'extérieur, et on a une augmentation naturelle de 4 degrés par le port de cette EPI. En bleu et vert, ce sont les deux équipiers finalement du binôme d'attaque, et en rouge et couleur cyan, ce sont les deux binômes, enfin c'est le binôme de sécurité. Donc vous pouvez voir qu'au début, on est grosso modo, enfin les courbes sont ensemble, sont vraiment dans le bon ordre de grandeur, et ensuite, au moment où le feu commence à se développer, donc le premier pic et le deuxième pic, donc le binôme de sécurité, finalement, les températures restent relativement stables. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une influence directe sous le casque du champ de température du fait des conditions extérieures. C'est-à-dire, on a le premier pic qui est ici, le deuxième qui est ici, et on voit que la température peut augmenter quasiment jusqu'à 53 degrés sous le casque. Je précise bien que cette température-là a été mesurée entre la cagoule et le casque. Je ne dis pas que c'est la température de la cagoule. C'est l'air qui est environnant entre la cagoule et finalement le haut du casque. La chose qui est quand même intéressante, c'est que l'on voit que quand le foyer diminue en intensité, eh bien on a ce phénomène de décharge au niveau de la température, au niveau de la température sous le casque. Vous voyez ici qu'on était aux alentours de 45 degrés, et comme le feu perd en puissance, eh bien la température diminue également. Alors, c'est vrai qu'on a une différence entre l'équipier numéro 1 qui est le plus avancé finalement au niveau du foyer et l'équipier numéro 2 qui est plus en arrière, tout simplement parce qu'il va recevoir une contribution, par exemple, de flux de chaleur qui sera moindre. Donc lui, en fait, on voit moins l'évolution du champ de température en fonction des conditions extérieures. La chose qu'il faut retenir, c'est qu'en fin d'exercice, dans la phase d'observation, on est à peu près à une température de 45 degrés sous le casque. Il faut bien avoir ça finalement en tête. 45 degrés. Si on compare ça en fait aux données du premier jour, et c'est quasiment la seule comparaison qu'on fera en fait entre le jour 1 et le jour 2, ce qui est intéressant ici, c'est que dans le jour 1, il n'y avait pas de capuche. Donc, même chose, on a finalement mesuré nos températures sous le casque. Ici, je m'en excuse, c'est que la courbe verte a disparu, tout simplement parce qu'on a perdu les données de l'équipier numéro 2, parce que nos outils sont relativement sensibles, et puis bon bah voilà, c'est dû aux conditions expérimentales, on a perdu les informations. Par contre, on a toujours un équipier qui est à l'intérieur, qui est muni de ce fameux capteur. Tout comme le jour numéro 2, on a une augmentation quasiment de 5 degrés finalement de la température du fait du port de l'EPI. On a un comportement identique en fait des champs de température avec et sans capuche, donc ça c'est un petit peu étonnant parce que finalement on se dit la température qui est mesurée avec ou sans capuche est quasiment identique pour la phase d'observation. D'ailleurs, on peut regarder ici qu'on est quasiment à 47 degrés en fin d'exercice, qui correspond aux 45 degrés qu'on avait mesuré finalement avec capuche. Donc l'idée c'est de se dire ici, capuche sans capuche, la conclusion est un petit peu mitigée. Par contre, je vais un petit peu déborder sur ce qu'on va faire tout à l'heure pour vous prouver finalement l'efficacité du rôle bénéfique de la capuche. C'est que si on s'intéresse finalement à la phase d'attaque, et bien là on continue à suivre le champ de température de l'équipier numéro 1 en bleu, et vous voyez que les niveaux de température ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que sans capuche, on va réussir à monter une température max de l'ordre de 70 degrés à peu près, voire plus si l'exercice continue. Alors qu'avec capuche, du fait qu'on arrive à ressortir du caisson pour les phases d'attaque, on va avoir un phénomène de décharge qui va avoir lieu grâce à la capuche finalement. Et on va avoir une température qui va grosso modo presque se stabiliser ici à 60 degrés. Donc ça veut dire que pour les essais qui ont été réalisés en 2014, on a presque 10 degrés d'écart en fait avec le système capuche et sans capuche. Et cet écart-là, on l'avait mesuré à 15 degrés en fait en 2013. Donc c'est pour vous montrer en fait qu'il y a un rôle bénéfique finalement à cet équipement-là supplémentaire au niveau du casque, mais plutôt dans la phase finalement d'attaque, du fait certainement de la présence des vapeurs chaudes, du fait de l'action des différents jets. Voilà. Si maintenant on s'intéresse à la température qui est mesurée à l'extérieur de la veste, donc c'est très proche de la cartographie que je vous ai présentée tout à l'heure, sauf que maintenant c'est vraiment localisé sur les binômes de sécurité et d'attaque. Donc, encore une fois, on a une température extérieure au départ qui est de 32 degrés, l'ensemble des binômes sont à peu près à la même température, 32 degrés. Voilà, donc pour le moment tout se passe bien.
Dans la phase d'observation, donc le binôme de sécurité et les températures sont quasiment identiques. Par contre, pour les deux équipiers qui sont dans le caisson, en fait, les champs de température sont quasiment identiques. Donc, on a à peu près une température qui peut aller jusqu'à 80 degrés pour le premier pic. Et ensuite, comme le feu finalement diminue en intensité, on a aussi une décharge thermique qui est observée finalement au niveau des sapeurs-pompiers qui sont engagés dans le caisson. On peut revenir en fait avec une chute à loin de 30 degrés. Et au moment finalement de l'apparition de ces fameux rôles au plafond, au niveau du deuxième pic, on peut quasiment monter à un environnement direct au niveau du sapeur-pompier qui est de l'ordre de 100 degrés. Ce qui paraît déjà énorme en fait au niveau de ces contraintes déjà mesurées. Mais on va voir qu'au niveau de la veste, les champs de température sont quand même largement différents. Donc la chose c'est que on arrive quand même au niveau de l'atmosphère, de l'ambiance thermique environnant lors de ces fameux essais à avoir ces effets de décharge du fait de l'action des ouvrants au niveau de l'exutoire ou de la porte arrière. On arrive à l'observer. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est toujours des températures mesurées finalement sur le textile cette fois-ci, mais au niveau du mannequin. Donc, par un procédé un petit peu bricolé, on va dire, on a réussi à mesurer la température de chacune des couches du mannequin, c'est-à-dire de la veste que portait le mannequin. Cette veste-là avait 3 couches, donc la couche extérieure, en fait, d'aramide, la membrane intermédiaire et la couche, entre guillemets, de protection thermique. Ce que vous avez ici, donc c'est toujours le champ de température en fonction du temps, en grisé la phase d'observation, et donc en bleu la température de la couche extérieure, en vert la température de la membrane, et en rouge la température de la couche intérieure. Donc les choses qui sont intéressantes, c'est qu'on voit ici, c'est que lors du deuxième pic, n'oubliez pas, je vous avais dit que l'environnement était au maximum à 100 degrés. Et là, on s'aperçoit en fait que la température de la veste, sur la couche extérieure, on arrive à atteindre quasiment une température au-delà de 200 degrés. Donc c'est-à-dire que la veste, là, finalement, elle est plus chaude que l'environnement extérieur. Les courbes de température sont bien sûr imbriquées les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'au cours du temps, la température extérieure est bien sûr plus chaude que la membrane qui se trouve en sandwich entre les deux couches extrêmes, et la couche intérieure est bien sûr à une température moindre. Par contre, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que les maximums au cours du premier pic sont légèrement décalés en temps. C'est-à-dire, c'est pas parce que en fait, l'environnement s'est déchargé thermiquement que le champ de température à l'intérieur de notre veste va atteindre son maximum au moment où je vais couper finalement l'arrivée de chaleur du fait du foyer. C'est-à-dire que on a beau couper le foyer, la température de la veste continue à décharger sa chaleur à l'intérieur des différentes couches, et donc on va avoir une augmentation en continu finalement de la température. Donc on a un phénomène d'inertie thermique qui est présent, avec en plus un phénomène de retard. Et dernière chose intéressante ici, ce que l'on voit, c'est que les couches extérieures et la membrane arrivent finalement à se décharger en température, alors que la couche intérieure ne fait que augmenter en température au cours de la phase d'observation. Voilà, pour atteindre quasiment une température de 100 degrés à la fin de l'exercice. Je précise bien évidemment que ce mannequin, il n'y avait pas personne à l'intérieur, donc du coup c'est pour ça qu'on a des niveaux de température qui sont bien plus élevés. Normalement il y a de la régulation qui fait que le niveau de température devrait être bien plus faible. Donc ce que l'on constate finalement sur ces essais-là, c'est que la veste va accumuler de la chaleur et le restituer finalement vers l'intérieur. Alors, si on fait la comparaison entre le champ de température qui était mesuré à l'extérieur de la veste et la première couche textile finalement de la veste, on peut donc obtenir finalement ce petit graphe-là. Donc en bleu, la couche extérieure de notre veste, et en vert, le champ de température mesuré à l'extérieur. On s'aperçoit que dans les toutes premières phases finalement du développement du feu, les courbes sont quasiment identiques. C'est-à-dire que notre veste s'échauffe par convection d'air chaud qui provient du foyer et qui vient tout doucement échauffer finalement l'extérieur de notre veste. Par contre, très rapidement, comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, on va avoir un écart entre le champ de température mesuré sur la veste et le champ de température à l'extérieur. De la même façon, on va avoir une veste qui sera bien plus chaude que l'air extérieur. Donc pour être un petit peu brutal, je vais même vous dire que l'air extérieur refroidit la veste lors de la phase d'observation. Voilà. Alors, ça vous paraît un petit peu bizarre peut-être, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le transfert de chaleur entre le foyer et la veste peut se passer de 3 façons différentes. Par conduction, c'est-à-dire propagation de la chaleur de proche en proche. Par convection, c'est-à-dire le mouvement de flux d'air chaud qui va venir réchauffer finalement un obstacle, qui peut être notre veste, ou par rayonnement.
Et le fait d'avoir un énorme décalage en température finalement entre la température extérieure et la température de la veste nous démontre que l'échauffement de la veste lors de la phase d'observation se fait essentiellement par rayonnement. Rayonnement, comme on le verra un peu plus tard, du foyer, mais également de la strate de fumée et des parois du caisson. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra retenir puisqu'on en aura besoin tout à l'heure dans l'interprétation d'autres résultats. On a aussi des champs de température maintenant à l'intérieur de la veste pour le binôme d'attaque et le binôme de sécurité. Donc le binôme de sécurité, la température ne bouge pas, aux alentours toujours de 35 degrés. Par contre, au niveau du binôme d'attaque, les niveaux de température sont quasiment homogènes au cours de l'exercice de la phase d'observation, avec une température maximale finalement ici qui peut être relevée à 45 degrés. Par contre, le premier pic se localise ici, le second pic à ce niveau-là, et on s'aperçoit que, il n'y a pas forcément de phénomène de décharge au cours de l'exercice. La veste, encore une fois, c'est encore un autre exemple, ne fait que accumuler de la chaleur au cours de la phase d'observation, et donc du coup, la température ne fait qu'augmenter progressivement au cours de l'exercice. Encore une fois, ça a mis en avant le phénomène d'inertie thermique qui était déjà constaté au niveau de la veste. Maintenant, Benjamin va vous parler des flux de chaleur qui ont été mesurés dans le caisson. Alors par rapport au flux de chaleur, on va voir dans un premier temps tout ce qui était lié à l'enceinte du caisson. Et ensuite, je repasserai le micro à Anthony pour tout ce qui est lié au binôme d'attaque, au flux reçu par le mannequin. Et aussi, on ajoutera à ça des images qui ont été mesurées par une caméra infrarouge qui, elle, était focalisée sur le mannequin. Donc par rapport au flux thermique reçu, de la même façon, vous allez retrouver les différentes phases d'ouverture, fermeture exutoire, d'ouverture ou de fermeture de la porte arrière. Vous avez ici les 3 flux-mètres qui étaient au niveau des personnels, au niveau des sapeurs-pompiers, et orientés au niveau du foyer, du plafond et de la paroi. Et on voit ici qu'au niveau des pics, en tout cas, ce que l'on peut repérer comme valeur maximum, c'est à peu près de 12 kW par mètre carré au niveau du foyer, de 38 kW par mètre carré au niveau du plafond, et de 48 kW par mètre carré au niveau des parois. C'est-à-dire qu'à cette distance du foyer, la majeure partie de l'énergie qui est transmise par rayonnement ou par convection provient des fumées ou des parois, et pas du foyer. Et vous voyez que les ordres de grandeur sont importants puisqu'on est à 3-4 fois plus que l'énergie émise par le foyer. Donc en fait, à l'arrière du caisson, au niveau des pompiers, les flux thermiques, c'est vraiment, le point de danger, c'est vraiment la fumée ou les parois. Si on regarde maintenant ce qui était orienté foyer, et là on a 2 positions, on a la position D qui est